Merci donc Carole Chapelle, Gilles-Laurent Ressac et Michael Pinault. Je vais procéder comme tout à l'heure. Donc on va commencer par l'intervention de Carole Chapelle. Je vous présente donc secrétaire général CFDT Fonction publique. Et à fonction et à public, il y a un S, c'est-à-dire que ça concerne bien effectivement les trois fonctions publiques ou les trois versants de la fonction publique, comme on aime dire lorsqu'on est très pointilleux. Et vous êtes en charge donc des sujets relatifs au travail. Et à ce titre, chef de file CFDT pour la négociation de l'accord cadre sur le travail qui a été signé en juillet 21, qui alors là est vraiment un accord cadre chapeau pour effectivement les fonctions publiques. D'origine, vous êtes, votre ministère d'origine, c'est l'éducation nationale, et si j'ai bien compris, versant enseignement supérieur et recherche. J'ai en tête, je vais commencer comme ça, j'ai en tête un paradoxe, moi, qui est, pour aussi continuer un petit peu les échanges qu'on avait tout à l'heure, l'administration a très très largement dématérialisé en tant qu'usager de l'administration, contribuable et autres. On fait tout à distance. Et plutôt bien d'ailleurs, sans trop de difficultés, alors que et vous me l'avez confirmé lorsqu'on a discuté, il y a une grande tradition de méfiance vis-à-vis du télétravail dans l'administration, et c'était un des secteurs d'activité dans lequel le télétravail se pratiquait le moins. Et puis, crise sanitaire arrive, et là, d'un coup, tout devient possible. Alors, il faut quand même revenir un petit peu à la fois sur la phase préalable. Pourquoi il y avait ces freins? Pourquoi on ne télétravaillait pas autant qu'il aurait été possible dans la fonction publique? Et peut-être effectivement nous dire comment, au moment de la crise sanitaire, d'un coup, eh bien, chaque fonctionnaire était... Alors, je ne parle pas... On va rester quand même un peu sur fonction publique d'État, fonction publique territoriale. La fonction publique hospitalière est quand même un peu particulière, donc on va un peu la laisser. Enfin, ça serait très passionnant, mais c'est pas, on va avoir du mal à tout traiter ce matin. Donc, pourquoi on ne télétravaillait pas plus dans l'administration avant? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà, et merci beaucoup pour cette invitation. Juste une petite précision, alors c'est très gentil, mais je suis secrétaire générale adjointe de la CFDT, fonction publique et pas... voilà. Juste pour, en quelques secondes, expliquer un peu d'où je parle, je vais parler de la fonction publique. Alors, la fonction publique, c'est 5 millions d'agents, dont 1 million de contractuels, 4 millions de fonctionnaires qui travaillent dans 3 versants État, hospitalière, territoriale. Donc c'est difficile de parler de la fonction publique en général. Et pour les agents publics qui seraient dans la salle ou qui seraient dans l'audience virtuelle, je voudrais juste préciser que ce que je vais dire est une version... Enfin, c'est quelque chose d'un peu généraliste et chacun ne va pas retrouver ses situations de travail parce qu'il est bien évident que c'est très très difficile de parler de toutes les situations de travail de la fonction publique. Mais il y a quand même des points communs à tous ces agents. C'est que, alors, d'une part, comme vous le disiez, la dématérialisation des services publics, vous la connaissez tous et toutes, hein, c'est un processus qui a été entamé il y a, je dirais, une vingtaine d'années. Et j'étais un peu surprise qu'on pose la question parce qu'effectivement, dans mon esprit, et je pense que comme dans l'esprit de ceux qui ont entamé ce processus, il n'a jamais été question de télétravail dans l'histoire, hein. L'idée, c'était de faciliter la vie des usagers, de leur permettre d'éviter des démarches, mais en aucun cas, ça allait de pair avec le fait que les agents soient chez eux. On n'a pas imaginé, on n'a pas pensé que les usagers allaient rester chez eux et les agents pourraient aussi travailler de chez eux. Pas du tout. Tout a été fait pour éviter aux usagers de se déplacer, mais étant entendu que les agents seraient chez eux et feraient le même travail avec des outils différents, mais dans les mêmes lieux, avec les mêmes chefs, avec les mêmes collègues, avec les mêmes horaires. Ça, on n'y avait pas pensé du tout. Et donc, pas de télétravail dans la fonction publique qui soit en tout cas lié avec cette dématérialisation qui a été
qui a progressé très vite. Bon, en 2012, il y a eu la loi qui a autorisé le télétravail, qui a été traduite dans un décret pour la fonction publique en 2016, qui était un décret sur lequel je reviendrai peut-être, mais qui n'a pas été mis en place parce qu'il était peut-être un peu trop novateur aussi à l'époque. Et voilà. Mais bon, le télétravail s'est pas développé dans la fonction publique. Il existait sous forme d'arrangement de gré à gré, hein, du type j'ai pas de train, mon gosse est malade, bon d'accord, tu viens demain. Mais à ça, donc moi je vois peut-être deux freins principaux et un troisième qui est un petit peu issu des deux premiers. Bon, avant la crise sanitaire, il y avait à peu près 4% de télétravailleurs dans la fonction publique. On est passé en un mois et demi, entre mars et avril 2020, à 40%. Donc vous voyez un petit peu le choc culturel que ça a été. Et donc le fait qu'il n'y avait que 4% de télétravailleurs dans la fonction publique, le premier frein, il est d'ordre historique, culturel, hein, je dirais, c'est que la fonction publique, c'est avant tout le service au public. Donc le fonctionnaire, l'agent public, c'est celui qui est présent, qui est sur le terrain, qui est là pour accueillir les usagers, même si ça fait 20 ans qu'on fait tout pour qu'il ne vienne plus, mais enfin, en tout cas, lui, il est quand même censé être là. D'ailleurs, quand le président Macron a dit il y a quelques mois il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux, il n'y en a pas assez derrière les guichets, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Pour les pouvoirs publics, le fonctionnaire, c'est celui qui est sur le terrain. Donc, lui, il n'est absolument pas concerné par cette histoire de télétravail, puisque la preuve qu'il travaille, c'est qu'il est là, parce qu'il est au service des usagers. Donc voilà, la contradiction. Il y a une contradiction entre la dématérialisation et cette exigence que l'agent public soit sur le terrain. Le deuxième frein, alors on en a déjà parlé vous en avez parlé dans les tables rondes précédentes, il est un peu d'ordre managérial, hein, je dirais. D'ailleurs, dans la fonction publique, on ne parle pas de manager, moi ça ne me dérange pas hein, comme terme, mais on parle de cadre, on parle de responsable. Donc rien que dans le vocabulaire, on voit bien qu'on est quand même dans un management de contrôle. Comme on dit, hein, le travail, il est réparti, il est organisé, il est contrôlé, il est vérifié par un responsable qu'on rencontre devant ses supérieurs hiérarchiques, devant les usagers. Donc on est un peu loin du management de confiance dont on a beaucoup parlé au moment du télétravail. Et quand toute l'organisation du travail est organisée autour de ce postulat, on ne sait pas comment faire avec des agents qui ne sont pas sous le contrôle visuel du supérieur, des collègues, des usagers. On ne sait pas comment organiser le télétravail, donc puisqu'on ne sait pas faire, on ne l'organise pas, quoi, hein. Et le troisième frein, donc qui résulte des deux premiers, hein, c'est le fait que tout ça a été intégré par les agents eux-mêmes. Et bon, comme vous, on en avait parlé hein, un peu en termes de boutade, hein, le télétravail, c'est beaucoup de télé, pas beaucoup de travail. Et c'est quelque chose qui est quand même assez prégnant hein, dans la fonction publique, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et voilà, il est d'usage que, jusque-là, hein, jusqu'avant la crise, celui qui travaillait de chez lui, déjà c'est celui qui était un petit peu copain avec le chef parce qu'on l'avait autorisé à rester chez lui. Et puis, et en tout cas, il travaillait peut-être, mais beaucoup moins que ceux qui étaient au boulot. Et que dire du cadre qui aurait été en télétravail alors que ses agents étaient, eux, sur le terrain. Donc là, on touche vraiment au tabou absolu. Donc voilà déjà pour les trois freins que je peux identifier. Qui sont, si je comprends bien, culturels, au sens d'une culture de management notamment, et c'est pas des freins techniques de matériel de sécurité des informations, d'accès à des banques, à des bases de données. Comment ça s'est passé pendant le confinement? Maintenant, si on est dans cette période-là, 40% télétravail, il n'y a pas eu, me semble-t-il, un arrêt. On a continué à payer nos impôts.
est-ce qu'il y a eu des questions qui se sont posées sur l'installation? On me pose des questions, parce que ceux qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions. Et on me demande, effectivement, on n'a pas abordé la question de l'installation matérielle des gens. Est-ce que ça s'est posé? Des gens qui disaient, bon, ok, vous me dites de demander de travailler chez moi, mais moi, c'est l'ordinateur, il est poussif, c'est celui dont mes enfants se servent pour faire leurs devoirs. Et comment je fais? Est-ce que cette question-là a été posée comme un autre frein plus matériel, au-delà des questions de management qui ont été bousculées là? Alors là, j'ai envie de dire que ce frein matériel, en fait, il est issu de cette réticence à mettre le télétravail en place. Parce que si on l'avait mis en place, il n'y aurait pas eu autant de freins matériels. Donc effectivement, au mois de mars, il y a eu ce télétravail massif, contraint, avec des difficultés qui sont apparues très vite. Alors effectivement, ça ne s'est pas beaucoup ressenti de la part des usagers, mais les agents, ils ont pris cher, hein, comme on dit familièrement, parce que ça a été très difficile pour eux. Donc très vite, aussi bien... Enfin, nous, à la CFDT, on a eu des remontées de terrain très rapides sur justement des problèmes de matériel, bon, d'installation matérielle évidemment, puisque c'était du télétravail contraint et les gens n'étaient pas forcément équipés pour, d'accès aux applications métiers, etc. Mais tout de suite après ça, venaient les défaillances dans l'organisation du travail, dans l'organisation du travail collectif, dans la répartition de la charge, la communication, la répartition des tâches, et puis la dislocation des liens avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques. Et ces deux éléments-là, avec un troisième qui a trait au risque professionnel, en particulier au risque lié à l'isolement professionnel. Donc ces trois éléments-là étaient ce qui distinguait les agents publics de leurs homologues du privé. Dans les enquêtes qu'il y a pu avoir, les sondages, il y a eu un sondage de l'IFOP et une enquête de l'ANAC, donc spécifique aux agents publics au printemps et à l'été 2020, et donc laisser apparaître ces trois éléments-là comme étant spécifiques de la fonction publique, donc une espèce de souffrance au travail particulière aux agents publics qui était liée à l'absence de mise en œuvre, de mise en place du télétravail. Donc tout le monde est parti à l'arrache. Et les cadres sont vraiment parmi ceux qui ont le plus souffert pour les raisons dont on a parlé précédemment. Et en plus, les cadres de proximité étaient, comme on dit régulièrement, mais c'est vraiment très vrai, entre le marteau et l'enclume. Mais alors là, c'était absolument terrible parce qu'en plus, bon, dans le secteur privé, il y a le problème des clients, mais là, il y a les usagers en plus de ça. Donc ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour les agents et voilà pourquoi à partir de avril 2020 donc la CFDT a demandé l'organisation d'une négociation sur le télétravail et l'organisation du travail. Donc c'est une négociation qui a été lancée en février 2021 et qui a abouti le 13 juillet 2021. Alors apparemment, bon, manifestement, c'est tombé à un mauvais moment. Même les agents publics ne sont pas forcément au courant de l'accord qui a été signé, mais on travaille à le faire connaître. C'est un accord qui a été signé quand même à l'unanimité des 9 organisations syndicales représentatives et des représentants des employeurs. Donc ce n'est pas seulement anecdotique, cette unanimité, ça traduit vraiment les préoccupations qu'avaient toutes les parties dans l'affaire et vraiment la nécessité de prendre le problème à bras-le-corps et de ne plus jamais, autant que possible, se retrouver face à la situation qu'on avait vécue en mars. Est-ce qu'il permet, cet accord, de prendre en charge d'une manière ou d'une autre les questions que vous posez sur la culture managériale, l'accompagnement des managers, parce qu'une culture, c'est incarner une culture, donc l'accompagnement des managers. Et puis un mot sur les conséquences sur la santé, parce qu'on ne l'a pas abordé. Tout à l'heure, votre collègue du ministère des Affaires étrangères l'a abordé un petit peu, et vous nous dites... comme rien n'était préparé, c'était contre la culture dominante, y compris chez les salariés, les conséquences sur la santé, du coup, ont été beaucoup plus grandes. Le désarroi, pour reprendre l'expression qui était employée, a été plus grand que dans d'autres entreprises.
Mais d'abord sur la question du management, pardon. Oui, oui, oui. Bah, donc sur l'accord, alors chacun est bon, c'est une négociation, vous savez tous ce que c'est, donc chacun arrive évidemment avec des préoccupations différentes. Nous, pour la CFDT, pour les raisons que je viens d'évoquer, on souhaitait centrer cette négociation sur l'organisation du travail, parce que le télétravail, bon, c'est un sujet qui oblige à interroger cette organisation, hein, qui oblige à la repenser pour intégrer cette modalité et par là même améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs et pas seulement des télétravailleurs. En tout cas, c'était l'ambition qu'on avait. Alors bon, c'est un programme bien ambitieux, évidemment. Là, il ne s'agissait que d'une négociation sur le télétravail. Mais quand même, on a réussi à introduire des éléments concernant l'organisation du travail elle-même pour répondre aussi aux préoccupations des agents. Le premier principe qu'on a pu faire intégrer, c'est que, bon, on en a aussi déjà parlé précédemment, mais c'est que le télétravail, ça ne concerne pas le télétravailleur et son N+1. Hein, ça implique l'ensemble du collectif de travail, mais moi j'aime bien parler de communauté de travail, parce qu'effectivement le collectif, c'est pas que le service, ça peut être tous les gens à l'intérieur d'une administration avec qui on est en contact, c'est pas forcément au sein de son propre service. Donc le télétravail implique l'ensemble de cette communauté, d'où la nécessité d'une formation, d'un accompagnement, mais qui ne soit pas seulement pour les agents qui télétravaillent, mais pour l'ensemble du collectif, pour éviter qu'il se disloque, pour qu'il soit maintenu, et aussi pour que le télétravail ne soit pas une source de tension et d'inégalité entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas. Parce que ça, c'est dans le maintien du collectif, c'est un élément fondamental. Il faut surtout éviter de créer cette distorsion entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas. Le deuxième principe, et là c'est un petit peu en contradiction avec ce que disait l'intervenant pour Vive tout à l'heure, ou peut-être ce que vous disiez, la fonction publique hospitalière n'est pas concernée. Le deuxième principe auquel on tenait énormément et qui était dans le décret de 2016, c'est en quoi il était novateur et donc qui est maintenu dans cet accord-là, c'est l'éligibilité au télétravail, non pas en fonction des métiers ou des postes occupés, mais en fonction des activités exercées. C'est-à-dire que pour chaque poste ou chaque métier, ça oblige à interroger l'organisation du travail, la répartition des tâches, les procédures, de manière à pouvoir dégager des activités qui peuvent être exercées à distance, quel que soit le métier ou le poste. Un infirmier qui travaille sur des dossiers de patients peut travailler à distance, il n'est pas obligé d'être dans son bureau, dans son service pour le faire. Et là aussi, c'est une question d'équité entre les agents, puisqu'on voit bien que si on raisonne comme ça, eh ben, on ne va pas exclure a priori des agents parce qu'ils occupent tel poste ou tel métier. Ça, c'était vraiment un élément qui était fondamental pour nous. Et donc, il y avait aussi la question, évidemment, de la charge de travail, du droit à la déconnexion et de l'organisation de travail qui permettent d'exercer ce droit à la déconnexion, parce que sinon ça reste un vœu pieux bon voilà, on écrit qu'on a le droit de se déconnecter, mais si l'organisation et la charge de travail ne le permettent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et le troisième principe, c'était que toutes ces nouvelles modalités entraînent le besoin de nouvelles formes de management, de confiance plutôt que de contrôle, comme il est un peu à la mode de le dire. Mais il ne suffit pas non plus là d'agiter le mot, il faut aussi former et accompagner, hein, comme mon collègue de la CFDT l'a dit tout à l'heure, on devrait être dans le même syndicat, il faudra qu'on se parle, d'accompagner les cadres dans ce changement, parce qu'il ne suffit pas de leur dire maintenant vous allez faire du management de confiance, de les accompagner et surtout de permettre qu'ils aient suffisamment de marge de manœuvre pour se faire, pour fonctionner par objectif, en mode projet ou toute cette sorte de choses, mais pour lesquelles l'organisation du travail n'est quand même pas prévue à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cet accord cadre. Où est-ce qu'on en est? C'est un accord cadre. Maintenant, il doit y avoir, ça doit être négocié. À quel niveau maintenant? Alors, c'est un accord cadre donc, pour les 3 versants de la fonction publique
qui est entré en œuvre à partir du 1er septembre et qui doit maintenant être négocié, ce qu'on appelle en proximité, c'est-à-dire dans les ministères, dans les établissements, dans les administrations. Les employeurs ont jusqu'au 31 décembre pour ouvrir des négociations pour décliner cet accord. Et tous les accords qui ont été précédemment passés doivent être revus à la lumière de cet accord-là et complétés, soit renégociés s'ils ne sont pas conformes, soit complétés s'il manque des éléments, notamment l'indemnisation, qui n'est pas le sujet forcément d'aujourd'hui, mais qui n'existait pas du tout jusqu'à présent dans la fonction publique, qui a été introduite par cet accord. D'accord, et y compris, donc, contrairement à ce que j'ai dit, dans la fonction publique hospitalière, dans laquelle il n'y a pas 100% des personnels qui sont directement en contact avec les patients. Ok, merci, je surveille en même temps l'heure. Merci beaucoup, Carole. On va passer à Gilles-Laurent Ressac. Alors, pour le présenter, je vais commencer par dire qu'il a une qualité absolument essentielle, c'est qu'il fait partie du comité de rédaction de Métis, et ça c'est fondamental, mais aussi qu'il a piloté dans le cabinet qu'il dirige, le cabinet Res Publica, dont il est président. Il a piloté l'étude qui s'appelait Mon travail à distance, j'en parle, qui a été faite en 2020, qui était une étude conjointe entre Terra Nova, la CFDT au niveau de la Confédération, Métis, Liaison sociale et Management TRSE. Management TRSE, c'est le cabinet que dirige Martin Richet. Et donc cette étude qui a apporté énormément d'éléments aussi au moment même du plus fort du confinement. En fait, vous en avez là encore, je renvoie vers la brochure. C'est pas ce titre-là que je vais que Gilles Laurent va intervenir maintenant, mais au titre de son activité professionnelle, effectivement président donc d'un cabinet de consultants dont il est le fondateur, 22 salariés, je crois au dernier pointage, et tous les salariés sont enregistrés sans souci. C'est un cabinet qui est spécialiste des questions plutôt de concertation, d'animation. Je veux dire qu'il n'y a pas de freelance. Il y a des cabinets où la proportion de freelance peut être importante. C'est ça que je voulais. Je n'avais aucunement imaginé, je vois des sourires, qu'il y avait des travailleurs clandestins au sein du cabinet. Mais spécialisé donc dans les concertations, le dialogue collaboratif, je crois que c'est le vocabulaire que vous retenez, et qui en particulier a été un des animateurs de la Convention citoyenne sur le climat. Donc voilà pour situer l'activité. Maintenant, on revient à un cabinet, 22 consultants, et j'allais dire un peu par la situation inverse de celle de la fonction publique. La tradition des consultants, c'est de travailler partout, anywhere, anytime, dans le train, chez eux, chez un client, en se retrouvant dans un bistrot entre deux rendez-vous, éventuellement un peu de temps en temps sur site. Alors, c'est intéressant, je crois qu'on puisse revenir justement sur une organisation tout à fait différente, dans laquelle la tradition est plutôt... Il y a des cabinets, on considère même les consultants pratiquement comme des travailleurs indépendants. Comment on fait justement pour que ça ne soit pas des travailleurs indépendants, mais qui est aussi un collectif d'entreprises, qui a aussi des possibilités. Tout à l'heure, je crois que c'est Anka Bobok qui disait, il y a aussi une activité professionnelle, c'est toujours une activité dans laquelle on construit des savoirs aussi, on s'enrichit les uns les autres, c'est pas, on n'applique pas des méthodes préalablement toutes stabilisées. Donc comment on maintient des collectifs quand même dans une entreprise de cet ordre-là? J'ai combien de temps ? Alors, je confirme, tous nos salariés sont déclarés. Et dans la comparaison que tu faisais tout à l'heure entre les chimpanzés et les macaques, nous, c'est plutôt une entreprise de chimpanzés. Seule la loi nous interdit de virer bonobo, mais il y a quelque chose, donc on s'arrête à l'épouillage. Plus sérieusement, on est une entreprise qui est jeune, la moyenne d'âge est à peine au-dessus de 30 ans, moi compris. Je la fais monter un peu, évidemment.
C'est une entreprise évidemment dans laquelle il y a beaucoup de travail nomade depuis toujours, mais on s'est toujours dit entre nous que si le Covid était arrivé 5 ans plus tôt, on aurait été très très embêtés. Parce qu'on n'avait pas les outils il y a 5 ans qu'on a utilisés l'année dernière et cette année, et ça nous a quand même. Enfin, je pense que nous, avec le métier qu'on a, ça nous a sauvés, tout simplement. C'est une entreprise dont qui a 3 métiers en réalité. Il y a les consultants qui sont majoritaires, il y a deux personnes en fonction support et il y a 2 développeurs, puisque par ailleurs, on développe un logiciel de dialogue en ligne qui s'appelle J'en parle justement, et à partir duquel on avait fait l'enquête l'année dernière. Et il se trouve que sur ces 2 développeurs, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y en a un qui est full remote, comme on dit, et il est d'autant plus que c'est un ancien salarié de Respublica qui est allé s'installer, enfin c'est un salarié de Respublica qui est allé s'installer du côté de Grenoble, qui a démissionné pour aller s'installer là-bas, et puis qui finalement a réintégré les effectifs quelques mois plus tard en étant totalement à distance. Et puis dernière chose, nous essayons de faire en sorte d'avoir un management ouvert, c'est-à-dire on discute les investissements, les choix de mission, les recrutements, tout ça c'est discuté avec toute l'équipe. Ça veut dire en présentiel ou pas. Ou pas. Ou pas. D'accord. Et on est en voie de flexibilisation des postes de travail, parce que on arrive à la limite. On a officiellement 24 postes de travail, on est 22, on va continuer d'embaucher. Et donc à un moment, alors on a 24 postes de travail, mais on a 10 places supplémentaires où on peut s'installer, puisqu'on a une très grande cuisine dans laquelle on peut s'installer. On a une espèce de comptoir sur lequel aussi on peut s'asseoir sur des tabourets hauts, etc. Enfin bref, Quand on travaille sur la table de cuisine, on peut se croire chez soi, quoi. C'était une des modalités du télétravail assez fréquentes. On est à côté du frigo, de la machine à café, de la bouilloire, du four, etc. Donc effectivement, et on essaye d'avoir une ambiance un peu sympa. Bref, tout ça compte par rapport à ce que je vais dire, puisque on avait commencé le télétravail avant 2020. On l'avait commencé formellement, c'est-à-dire qu'on avait à cette époque-là, évidemment, du télétravail comme M. Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire un consultant qui travaille dans le train. Là aussi, les choses ont changé en quelques années, mais aujourd'hui, avec la performance des matériels, on peut travailler 3 heures en faisant Paris-Marseille dans le train, ce qu'on ne pouvait pas faire. Il y a une dizaine d'années. On n'avait pas les moyens de communication, on n'avait pas les batteries qui tenaient suffisamment longtemps, on n'avait pas de prise dans le train, etc. Donc ça, on le faisait déjà, évidemment, mais c'était pas considéré comme du télétravail, c'était considéré comme du nomadisme ou ce genre de choses, mais on n'appelait pas ça télétravail. Et pourtant, ça en était, évidemment. Mais ce qui se passait déjà, c'est que on avait depuis fin 2018, début 2019, on avait une demande de télétravailler qui a commencé de façon très, très discrète, du type nos bureaux sont dans le sud de Paris, à l'époque à Malakoff et maintenant à Arcueil, et on avait de temps en temps des salariés qui avaient des rendez-vous dans Paris, et la quasi-totalité des salariés de Respublica, sauf les vieux riches, mais les jeunes qui démarrent dans la vie, ils habitent dans le 19e et dans le 18e. Et donc, quand tu as un rendez-vous à 11h du matin dans un ministère au centre de Paris, tu te poses la question de savoir est-ce que tu vas au bureau avant, est-ce que tu retournes au bureau après, et est-ce que tu te cognes en plus trois quarts d'heure de temps de déplacement. Et donc, évidemment, on se disait à chaque fois, reste chez toi jusqu'au rendez-vous et puis retourne chez toi après le rendez-vous, etc. Donc tout ça a été complètement informel.
Et surtout, on n'a pas de tradition de contrôle du temps de travail. La seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que le boulot est fait en temps et en heure, mais qu'il soit fait le matin avant 7 heures ou l'après-midi ou le soir après 22 heures, c'est pas le problème. Évidemment, dans le travail, pas le travail d'animation. Quand on est en animation, évidemment, on doit être à l'heure. Le travail s'est imposé après le premier confinement. Le télétravail s'est imposé après le premier confinement de façon très naturelle, du coup. On a été en total télétravail pendant tout le premier confinement, comme tout le monde. En plus, on a un métier qui est assez facilement télétravaillable, sauf évidemment pour l'animation d'ateliers, etc. Mais on a inventé plein de choses qui nous ont permis d'en faire quand même une grande partie à distance, y compris la Convention citoyenne pour le climat, où on avait 150 conventionnels, plus tous les intervenants, etc., etc. On a fait 2 sessions complètement à distance. Mais à partir du 11 mai, je crois, 2020, on a déclaré, un peu à la finlandaise, sauf qu'on ne disait pas anytime, anywhere, on a déclaré le télétravail open bar. Et open bar au sens vraiment fort du terme, c'est-à-dire que les gens à Respublica télétravaillent quand ils veulent, où ils veulent, et sans avoir besoin de dire autre chose que je suis en télétravail. La règle s'est petit à petit établie qu'on essaye de le dire à l'avance, pour l'essentiel, mais on a un métier aussi qui bouge pas mal, donc par exemple, je devais aller au bureau cet après-midi, j'irai pas parce que j'ai d'autres obligations. Ce que j'ai annoncé lundi ne tient plus. Mais avec les moyens modernes de communication, on peut résoudre ce genre de petits problèmes très, très facilement. Alors, j'ai envie de dire, en contrepartie de ça, de ce télétravail open bar, c'est quoi pour le salarié, est-ce qu'il y a le droit à la déconnexion? Et pour l'entreprise, est-ce qu'il y a des moments de regroupement, j'allais dire? Je ne sais pas si le mot est exact. Oui, alors le droit à la déconnexion, il arrivait avant. Moi, je m'interdis, en fait, ça vient principalement de moi, de la directrice générale, le viol du droit à la déconnexion, enfin en tout cas la possibilité. Nous nous interdisons tous les deux d'envoyer des mails après 20 heures et le samedi et le dimanche. En revanche, quand on a un salarié qui est en vacances, on lui envoie quand même des mails parce que là, sinon, on s'en sort plus, quoi. À un moment, il faut quand même. Mais on n'envoie pas de mails le soir, on n'envoie pas de mails le samedi et le dimanche. Et maintenant, là aussi, c'est facile, ça se programme assez facilement. L'autre contrepartie, c'est qu'il y a eu un équipement au domicile à la demande. Et donc, on l'a dit comme ça. Et bizarrement, la demande n'a pas été très importante. On a dû acheter 2-3 fauteuils, quelques casques, enfin vraiment pas grand-chose. Évidemment, on fournit du matériel informatique qui est plutôt performant, etc. Bien entendu, ça c'était de toujours. Et quand on repose la question régulièrement, est-ce que vous êtes bien installé? La réponse c'est oui, ou tiens, je voudrais bien une souris, ou un machin comme ça. Enfin, vraiment, franchement, pas grand-chose. Sur les regroupements, sur les périodes de regroupement. Alors, sur le regroupement, on est bien dans le fissionnel fusionnel. Là. En gros, on a des regroupements distanciels qui sont maintenant mixtes 3 fois par... Ça, c'est ce qu'on a mis en place dès le premier jour du premier confinement. 3 réunions par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 9 h pendant maximum 30 minutes. Au cours desquels on fait le point, sachant que le vendredi, pour l'essentiel, c'est consacré à faire le bilan du plan de charge de la semaine qui vient, notamment pour voir quels sont les endroits où ça dépasse, qui a de la disponibilité et organiser une espèce de marché de la solidarité entre les salariés. On a le présentiel, c'est quand on veut et comme on veut, et les équipes s'arrangent pour soit se retrouver en présentiel, soit travailler à distanciel, et ça entraîne des transactions en fait au sein des équipes.
Et on a ce qu'on a appelé tous les deux, quand on en parlait l'autre jour, d'une espèce de résidentiel, un jour par mois. Alors c'est là que le décompte des postes de travail compte, parce que le principe, c'est que tout le monde est là un jour par mois, qu'on a au moins les 2 tiers de la journée qui sont dédiés à des activités collectives avec tout le monde, et qu'évidemment le décompte des postes de travail commence à être important. C'est pour ça qu'on a fait la distinction entre les postes de travail et les places de travail. Pas tout à fait la même chose. Mais dans les postes de travail, il y en a qui sont devenus complètement flex. Moi, j'ai plus de bureau attitré. Mon bureau peut être occupé. On est évidemment comment ça s'appelle, en open space depuis longtemps. Mais j'allais toujours au même bureau, et personne ne s'asseyait à ma place. Mon bureau, il est disponible quand je suis pas là. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne par rapport à d'autres milieux? Est-ce que c'est les particularités d'une profession? Est-ce que c'est une ambiance particulière dans l'entreprise et que finalement le rôle du manager, c'est aussi de créer, tout à l'heure on évoquait le mot de communauté, l'animation d'une communauté, au-delà de savoir si on est sur site, chez soi, ou, il y a une communauté presque d'affinité aussi intellectuelle par rapport aux missions? Alors, je pense que le métier est facilement télétravaillable, hein, donc ça compte beaucoup. J'ai un peu insisté au début sur la présentation de l'entreprise et notamment le style de management qu'on essaye de développer, parce que je pense que ça compte beaucoup aussi. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le contrôle, quoi. Alors on n'est pas dans le contrôle, mais on est dans le décompte. C'est-à-dire que on a un logiciel dans lequel chacun déclare le nombre d'heures qu'il a passé sur les dossiers chaque jour, etc. On a ça, évidemment. Ça, c'est pour le facturer au client. Ça, c'est pour le facturer au client, exactement. Et puis pour savoir si on gagne de l'argent ou si on en perd, accessoirement. Mais on n'est pas dans le contrôle. Après, il y a des choses qui ont changé depuis depuis le premier confinement, finalement. C'est d'abord l'usage des moyens de communication qui s'est à la fois diversifié, qui s'est hiérarchisé. Quasiment, sauf urgence absolue, je n'appelle quasiment plus avec mon téléphone directement un salarié de Respublica. On s'envoie, alors maintenant ça passe par Teams, on s'envoie une messagerie instantanée. Est-ce que tu es disponible? Bah non, dans 10 minutes, etc. Enfin voilà, il y a plus cette espèce d'injonction, et ça marche évidemment dans les deux sens, mais il n'y a plus cette espèce de patron qui déboule et qui pose une question comme ça sans se poser la question de savoir si c'est le bon moment de la poser. Bon, généralement, ils me disent quand même rarement que c'est pas le moment, mais parce que c'est notre métier qui fait qu'on est toujours disponibles les uns par rapport aux autres, et parce qu'on doit l'être par rapport aux clients. L'autre chose, c'est que ce qui a changé, c'est que ça a démultiplié l'autonomie. On est dans un mode de fonctionnement dans lequel moi j'essaye de développer au maximum l'autonomie. C'est important parce qu'on a des équipes très jeunes. Je recrute beaucoup à partir de stages qui se transforment en CDI. Et donc l'enjeu pour les jeunes qui débarquent comme ça, c'est à partir de quel moment ils commencent à fonctionner de façon un petit peu autonome. Et là, je dois dire que le confinement, mais le télétravail en général, ça développe très fortement l'autonomie, dans notre cas à nous. Mais, même si j'ai bien compris, les salariés interviennent rarement seuls, ils sont plutôt en binôme. Oui. C'était déjà un mini-collectif. Oui, on n'a pas, contrairement sans doute à pas mal de boîtes de consultants, mais aussi par choix, on n'intervient quasiment jamais seul sur une mission. On est au minimum 2. Quand on peut être 3, quand il y a la place pour être 3, je trouve que c'est bien aussi. Ce qui permet aussi de varier les niveaux de compétences et de faire qu'il y ait du transfert de savoir-faire très, très naturel entre un stagiaire et quelqu'un qui a 5 ans d'expérience.
le stagiaire, il passe en CDI parce qu'il est bon, mais il passe aussi en CDI parce que pendant 6 mois, il a appris facilement avec les plus âgés. Et quelquefois, c'est même pas avec quelqu'un de 5 ans d'expérience, mais ça peut être avec quelqu'un d'1 an et demi d'expérience dans lequel il y a des transferts de savoir-faire qui sont très, très rapides et très immédiats. Et l'autre chose qui a changé depuis le télétravail, enfin depuis le confinement, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une très bonne entente, une très bonne coopération entre les membres de l'équipe. Mais ce que j'ai constaté, c'est que du fait qu'on n'était pas ensemble, l'attention à l'autre, à son confort, à sa capacité à faire ou à ne pas faire, à son bien-être dans le boulot finalement, pas de moi vis-à-vis des autres, mais de tout le monde vis-à-vis de tout le monde. Ça, c'est ce regard-là, ce regard attentif, il s'est beaucoup multiplié. Ce qui fait que l'ambiance était déjà pas mal, mais elle est encore mieux qu'avant. La seule difficulté qu'on a, c'est que les séances d'épouillage, qu'on a remplacées par des séances d'apéro, en réalité, parce que nous sommes malgré tout des êtres humains, et français en plus, donc voilà, sont plus rares qu'avant, et il y a une espèce de complainte régulière de c'est quand le prochain apéro, où à quel moment, etc. Alors, il y a évidemment nos journées résidentielles qui donnent lieu à apéro, mais ça suffit pas. Une par mois, franchement, ça fait pas assez. Et en fixer une deuxième dans le mois, c'est compliqué quand on est 20. Quand on était 7 ou 8, c'était assez simple. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et ça, il y a un vrai manque, qui n'est pas un manque de travailler ensemble, mais un manque d'être ensemble justement pour être ensemble. Sur l'attention qu'on porte aussi aux situations individuelles, j'ai été frappé aussi avec toutes ces réunions sur Zoom, Teams, c'est qu'on entre un peu dans l'intimité des intérieurs des personnes, ce qu'on ne faisait jamais avant. Alors, quelquefois, il y a des personnes qui se protègent, mais c'est aussi une manière de voir les enfants courir, une partie de la déco ou des choses qui disent quelque chose de la personne et qui renforcent un peu la relation très subjective qu'on peut avoir avec les gens. Gilles Laurent, néanmoins, le temps passe. Je voudrais qu'on termine sur un point qu'on n'a pas abordé du tout, qui est la relation avec les clients. Est-ce que ça transforme aussi cette relation avec les clients? Alors, là, je ne serai pas définitif parce qu'on est dans la période où ça commence à bouger. En gros, jusqu'à l'été, on arrivait à faire à peu près tout ce qui était faisable en distanciel, et notamment les auditions d'appel d'offres ou ce genre de choses. Là, je commence à constater qu'il y a des clients qui nous disent que quand même c'est plus sérieux si on se rencontre, qu'il faut qu'on se voit. Il y en a un dans le Nord qui nous a dit pas plus tard qu'hier qu'il fallait absolument qu'il nous renifle pour être certain d'avoir envie de travailler avec nous. Donc, on s'est demandé du coup depuis hier soir, on se demande quel parfum on va mettre. Mais on avait, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a tout un tas de réunions techniques qu'on continuera de faire en distanciel, de façon complètement évidente, ne serait-ce que parce que du coup, on peut en proposer plus. Un comité technique d'1 heure à Dijon, ça prend 3h30 de transport plus 1 heure. Un comité technique d'1 heure en visio n'importe où dans le monde, ça prend 1 heure. Et du coup, on peut en faire beaucoup plus, on est beaucoup plus efficace. Même si on travaille dans le train quand on va à Dijon, je veux dire, hein, c'est pas la question, mais c'est pas du tout la même chose. Donc ça, là, de ce point de vue-là, je pense que, et comme nous, on a un travail d'acculturation de nos clients qui sont quand même pas encore toujours complètement à l'aise avec nos métiers, enfin le fond de notre métier, la concertation, le fait qu'on puisse les accompagner plus et plus régulièrement, ça c'est quelque chose de bien. Évidemment, dès qu'on peut, et ça a recommencé quasi à plein pot maintenant depuis septembre, les réunions de concertation se font en présentiel. Sauf que ce que le Covid nous a appris, c'est qu'on peut aussi en faire en distanciel, en plus de ce qu'on faisait avant en présentiel. Et ça apporte une dimension supplémentaire qui est...
alors qui pose des problèmes parce que tout le monde n'a pas forcément accès, etc. Mais qui permet quand même d'apporter des choses en plus qu'on n'apportait pas avant. Dans des formules hybrides, là encore, en fait. Hein, Oui, alors hybride, pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire pas avec des gens dans la salle et des gens à distance, parce que ça, pour le coup, je trouve que ça fonctionne très mal. C'est extrêmement difficile et il y a toujours un des groupes qui prend le dessus sur l'autre. Là, aujourd'hui, visiblement, c'est le groupe présentiel qui a pris le dessus sur le distanciel. Mais en matière de concertation, si on fait ça, c'est catastrophique. En revanche, hybride au sens de on fait du présentiel, on fait du distanciel. Du distanciel, on en faisait déjà avec notre logiciel de dialogue en ligne, j'en parle, puisque par définition, mais ça c'était du distanciel asynchrone, on peut faire du distanciel synchrone avec les outils qui vont bien pour le faire. Je confirme que faire les deux en même temps, je reçois quelques messages de gens qui sont à distance. Je m'en excuse, je ne suis pas sûr de bien les retranscrire. Indéniablement, la salle a la priorité. Merci Gilles Laurent, on va arrêter là. Et Michael Pinault va pouvoir maintenant témoigner d'une expérience tout à fait différente. On a 3 situations dans cette table ronde. L'idée, c'était de prendre 3 situations extrêmement différentes. Pas contradictoires, mais en tout cas différentes. Donc, vous êtes secrétaire fédéral à la F3C. Les 3C, c'est communication, conseil et culture, comme chacun sait, à la CFDT. Et la raison de votre présence ici, c'est qu'à ce titre, vous êtes mandaté au comité régional Action Logement, en charge d'une commission. Alors, j'ai bien noté le nom, qui s'appelle Logement Résilient et Corpo Working. Alors, on a beaucoup parlé des tiers-lieux comme une alternative, hein, sur site, au bureau, chez soi ou dans le train, et puis le tiers-lieu comme une formule. Là, on parle de Corpo Working qui s'est un peu développé. Il y a d'autres initiatives ailleurs, mais vous portez une initiative en Occitanie de Corpo Working. Je crois que simplement, déjà, il faut nous la décrire. Oui. Comment c'est né et qu'est-ce que c'est, voilà. Bon, je suis désolé d'apporter de la complexité à la complexité de ce sujet en intégrant effectivement ce gros mot, qui est un mot valise, hein, corporate et coworking. Merci déjà de l'invitation. Merci Laurent, merci Métis et l'Observatoire des cadres. C'était très intéressant ce matin. Et donc, effectivement, moi, je vais vous parler d'un sujet très concret qui a lieu en Occitanie et qui est piloté, qui a été impulsé en 2016 par la gouvernance paritaire politique de Action Logement. Donc, je rappelle qu'Action Logement, son ADN depuis 60 ans, de travailler sur le lien entre l'emploi et le logement, hein, pour le salarié. Ça s'est appelé longtemps 1% logement. Voilà. Je le rappelle parce que en fait, c'est sidérant la manière dont on fait plein de choses. Parfois, il arrive que les partenaires sociaux fassent des choses intéressantes. Et je pense que dans 95% dans la tête des gens, je pense qu'Action Logement, ils pensent que c'est un service annexé de l'État ou un truc comme ça qui fait des services. Et c'est très dommage parce qu'il existe des choses intéressantes. Et donc, suite à la réforme d'Action Logement, donc, a été créée une gouvernance locale. Donc, il y a un CRAL, un comité régional d'Action Logement qui s'est mis en place en Occitanie. Et sous l'impulsion notamment de la CFDT, on a voulu, nous, questionner le lien entre l'emploi et le logement, notamment sous l'angle de la résilience, en se disant, dans des contextes qui peuvent se dégrader, sur la question de la crise énergétique, sur les enjeux écologiques, sur la crise sociale, sur également les effets de la métropolisation. Toulouse, comme d'autres grosses métropoles, vivent en fait une absorption de plus de 10 000 personnes par an. Donc ça génère également des problèmes. Il y a également la question de la question du territoire qu'on interpelle également. Et puis également, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Il faut voir que les acteurs du logement s'échinent depuis des années à faire tous la même chose, à savoir comment est-ce qu'on construit en plus dans des zones tendues pour toujours rapprocher les salariés du lieu de travail. Et donc, on a essayé d'imaginer un système disruptif et on s'est rendu compte qu'une des solutions, mais c'est une petite solution parmi d'autres, c'était de comment est-ce qu'on peut rapprocher 2-3 jours par semaine le travail à proximité du lieu d'habitation des salariés.
Et donc on est parti sur cette question-là. Et depuis 2016, c'est vrai qu'on a eu un contexte qui a été très riche et enrichissant, puisqu'on a eu la crise des Gilets jaunes. Et la question que nous, on portait, c'était forcément travailler sur les zones périphériques. Hein, la région Occitanie, elle parle des territoires d'équilibre. Hein. C'est pudiquement ces territoires où, en fait, qui sont un peu oubliés et où on a des salariés qui prennent leur voiture le matin et qui vont faire 1h30 de route. Et la dernière demi-heure, elle est pénible puisqu'elle se passe dans les bouchons toulousains. Donc, on a eu ce contexte-là. On a eu évidemment la crise de la pandémie. Puis on a parlé aussi beaucoup du télétravail avec l'ordonnance de 2017, avec l'ANI du novembre 2020. Et puis, on est encore dans les crises. Là, on parle beaucoup de l'énergie. La crise sociale est loin d'être résolue. Et puis, il y a aussi des leviers écologiques qu'il faut lever. Par exemple, à Toulouse, à un moment donné, ils ont bloqué l'artificialisation des sols. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les PLU sont bloqués. Ça fait beaucoup râler les entreprises qui ont des bétonneuses. Mais du coup, on voit qu'effectivement, il y a tout un tas de sujets qui viennent converger sur cette question du desserrement en fait, métropolitain et sur la question effectivement du trait d'union entre l'emploi et le logement. En fait, on va parler de mobilité. Hein. Et donc, cette mobilité-là, on l'a, nous, intégrée dans nos travaux pour essayer donc d'imaginer ces lieux qui iraient se poser dans les périphéries d'une métropole. Donc, à savoir, on a travaillé très concrètement sur Toulouse, aux 4 points cardinaux de la ville, pour effectivement proposer aux salariés 2-3 jours par semaine d'aller y travailler. Et donc, on s'est dit, et après je vais vous présenter la mise en œuvre, mais rapidement, parce que c'est ça qui est intéressant, mais pour finir sur le concept de ce troisième lieu, il y a toute la dimension d'utilité sociale pour les salariés. Hein, la CFDT parle du pouvoir de vivre. Il y a une vraie question sur le coût du déplacement. Il y a une vraie question effectivement sur la qualité de vie, à moins se déplacer. Il y a également l'utilité territoriale. Donc, je sais que sur Toulouse, sur le territoire toulousain, il y a des vrais sujets parce qu'effectivement, la métropolisation pose de plus en plus de problèmes. Et il y a également se pose la question de comment revitaliser les territoires, ces fameux territoires d'équilibre. Comment est-ce qu'on peut les revitaliser en y mettant effectivement des espaces de travail. Et puis également le levier écologique. Donc forcément, le fait de baisser les déplacements pendulaires, en fait, on agit également sur l'empreinte carbone. Hein, d'une manière générale, ça dépend des activités des entreprises. Alors, à Toulouse, il y a beaucoup d'aéronautique, mais il y a aussi beaucoup d'activités de conseil. Le premier poste d'un bilan carbone, ça va être effectivement les déplacements des salariés. Et puis, il y avait également un enjeu, je l'ai oublié, mais il est important, ça a été beaucoup évoqué ce matin, c'est le fait qu'à un moment donné, que ce ne soit pas le salarié, avec toutes les inégalités de logement qui peuvent se poser, qui porte la responsabilité de son propre télétravail. Donc, à un moment donné, essayer de trouver effectivement une troisième voie nous paraissait intéressant. Et puis, également, il y a aussi l'utilité des entreprises. Alors là, je pourrais en parler parce qu'il y a plein de sujets, mais je vais plutôt parler de dialogue social, mais il y a également des vraies questions qui sont posées aujourd'hui aux entreprises, et notamment sur leur stratégie immobilière, sur tout un tas de sujets. Mais ça, je vais revenir après. Alors, sur la mise en œuvre, on a travaillé avec nos clients, Action Logement, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé en gros avec les 100 premières grosses entreprises de Toulouse. On pense à Airbus. Alors oui, je ne vais pas citer Airbus, mais oui, Airbus, à un moment donné, même eux avaient commencé à réfléchir en se disant, mince, sur ma cartographie de Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées, j'ai 2-3 000 salariés qui sont dans le Gers. Comment est-ce qu'on peut imaginer peut-être avoir des extensions à Auch, par exemple? Donc en fait, il y avait déjà ça dans la tête des entreprises. On a travaillé avec les entreprises. Nous, on a poussé évidemment pour que, si on parle avec les entreprises, on parle également avec les salariés. Ce qui était perçu peut-être au début comme une contrainte, parce que forcément, si on rajoute les salariés, les sections syndicales, etc., ça va foutre le bazar. C'est vrai que les DRH auraient préféré, peut-être, de manière générale, essayer
d'imaginer ou de trouver tout seul en fait une solution, mais en fait on s'est rendu compte que c'était une force incroyable, tout simplement parce que c'est ça qui va permettre, je pense, la réussite in fine de ce projet, et c'est ça également qui donne du sens à ce que c'est aujourd'hui un organisme paritaire. Et donc on a travaillé aussi avec les salariés, les entreprises, pour essayer de co-construire ce que pouvaient être ces espaces. Pendant 2 ans, on a travaillé, on a fait plus d'une vingtaine de réunions avec aussi plein d'autres partenaires comme la région, comme l'ADEME, comme des collectivités, comme également tous les acteurs qui sont légitimes sur les questions de ce que c'est, comment est-ce qu'on anime un tel lieu, comment est-ce qu'on peut animer un tel lieu avec un cahier des charges qui a été co-construit par les entreprises et par les salariés. Donc on a un cahier des charges en 25 points qui est assez ambitieux. On a également demandé aux entreprises de nous donner leurs données de manière complètement anonyme. Et du coup, on est en train de modéliser plus de 60 000 données de flux de déplacement entre les domiciles des salariés et leur entreprise, parce que va également se poser la question qui intéresse énormément les collectivités, vous pouvez vous en douter, de où est-ce qu'on va localiser ces espaces, qui seront des espaces déjà construits. On ne veut pas construire, on ne veut pas encore artificialiser les sols. Donc en fait, on va réhabiliter. Et donc on est en train on en est aujourd'hui à ce stade où là on fait un prototypage avec 2 entreprises qui sont Milan Édition Presse et puis Continental, donc 2 entreprises, mais je pourrais en parler 2 mots parce que qui vivent une situation extrêmement différente sur la question du télétravail. Je vais le dire en 2 mots parce que ça n'a pas vraiment été évoqué ce matin. Continental, ils sont 80% d'hommes, et Milan Édition Presse, ils sont 80% de femmes. La question, c'est pas de les réunir pour qu'ils fassent des soirées ensemble et donc continuer malgré pouvoir faire des espaces de rencontres. L'entreprise est un espace comme ça, des rencontres qui a fait ses preuves, mais tout simplement parce que la demande n'était pas forcément la même. À Milan, les salariés EES étaient très très demandeuses de retrouver, de quitter leur domicile et de retrouver leur travail. Quand il y a eu les 35 heures et qu'on a libéré le temps de travail, les temps de loisirs, les hommes étaient très contents de faire un peu plus de sport. Je crois que sur le télétravail, il y a également des questions à se poser également sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc là, on voit que chaque situation est très différente. Pour finir, moi j'ai 5 sujets, enfin j'ai 5 points vraiment qui me marquent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en prototypage donc, dans 2 entreprises avec des ergonomes. On a déjà un premier lieu dans le Gers, entre Auch et Toulouse. On a 4 autres lieux qu'on espère faire sortir de terre pour 2024. On est en train d'imaginer une foncière avec la Banque des Territoires, avec la région, avec les collectivités pour pouvoir porter un foncier si on n'a pas un investisseur. Action Logement n'a aucune vocation à faire maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, c'est-à-dire que nous, on veut juste imposer un cahier des charges qui a été construit avec les salariés et les entreprises. On souhaite également faire poursuivre la question du dialogue social dans chaque entreprise pour que cette décision de dire à un moment donné, j'intègre dans mes discussions sur le télétravail la question d'un 3e lieu, et on a un 3e lieu, et on l'a construit, on a imposé un cahier des charges, et on souhaite faire vivre également le dialogue social dans ces 3e lieux. Ça, c'est une question qui, pour nous, est très importante. Le triptyque, vous l'avez compris, c'est le territoire, le salarié et l'entreprise. Et en fait, les acteurs qui sont très importants, ça va être également ceux qui vont investir, ceux qui vont exploiter, qui ont le savoir-faire pour exploiter, en respectant ce cahier des charges. Et parmi les 5 points, moi, qui m'ont beaucoup marqué, il y en a un notamment, c'est la question, un sujet qui échappe complètement au dialogue social aujourd'hui et qui peut-être que par le télétravail, on va pouvoir y entrer, c'est la question de la stratégie immobilière. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de télétravail, à un moment donné, nous, on a rencontré énormément de DRH, énormément de directions, et je vais vous donner une anecdote. Sur une grosse entreprise d'aéronautique de Toulouse que vous connaissez bien, on a commencé à parler avec la DRH, puis après on a parlé a pris le lead en fait les services des moyens généraux, et puis in fine, la direction immobilière. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, dans le dialogue social, là il y avait un vrai sujet, parce que si on n'arrive pas à débloquer la situation, ça peut être un point de blocage. On a eu des équipes d'entreprises qui ont dit à un moment donné, mais nous on veut pas
on ne veut pas faire aller dans les tiers-lieux parce que, et ça c'est la question de qu'est-ce que l'entreprise me donne, donc du coup, qu'est-ce qu'elle va me retirer. Et donc, dans la stratégie immobilière, si ce n'est pas également accessible au dialogue social, les salariés ils vont se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va me fermer comme site, qu'est-ce qu'on va réduire comme espace de travail, etc. Donc ça, c'est aussi une vraie question également à poser dans les discussions et les négociations entre salariés et entreprises. Et merci d'avoir abordé aussi la question de l'inégalité homme-femme dans cette affaire. Le temps passe et on ne va pas vous demander de citer les 25 points du cahier des charges. Juste un mot, parce que là, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, l'environnement, les conditions relativement matérielles de travail, le fait que le travail revienne proche du domicile. Comment on a pris en compte aussi les questions d'organisation du travail qui ont été au cœur de tous nos échanges ce matin, les questions de management. Parce que ce que vous m'avez dit, c'est que c'était des lieux, c'était pas 10 salariés. C'était Airbus ou une autre entreprise pouvait avoir 50 personnes qui allaient travailler autour de Hoche, alors que leur site, c'est Toulouse. Est-ce qu'on reproduit un management local? Est-ce qu'on met une affiche quand même Airbus pour que les gens ils sachent qu'ils travaillent, où ils travaillent? Est-ce que c'est pas tout à fait pareil que les tiers-lieux habituels qui sont plus avec des indépendants, avec quelques salariés de telle ou telle entreprise? On travaille avec des grosses entreprises qui sont très séduites par le projet. Alors maintenant, il faut que la partie économique marche, parce que ça peut faire une double dépense pour l'entreprise. Ça, c'est une question qui est très importante. Il y a effectivement des vrais sujets, notamment les sujets techniques auxquels on peut se confronter, auxquels on se confronte et qui peuvent être bloquants, notamment la sécurité informatique. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a une demande forte des entreprises de pouvoir maintenir le côté corporate, culture d'entreprise, etc. S'il y a plusieurs entreprises d'aéronautique qui sont sur un même site, forcément, ils voudront avoir une porte qui ferme à clé et ne pas partager leur imprimante. Mais il y a une vraie demande de la part des entreprises de pouvoir retrouver du collectif, effectivement, et retisser du collectif. Et y compris dans les discussions qu'on a eues avec les salariés, je pense qu'il y a une demande, effectivement, de retrouver ce confort d'aller à quelques mètres, quelques kilomètres de chez soi, de retrouver des collègues de travail. Il y a aussi une tentation d'entreprise de retrouver également un schéma, pas forcément de contrôle, mais également on refait du lien. Mais moi, j'ai été frappé par le fait que la crise sanitaire a vraiment îloté le lien social et qu'on parlait de mise en silo. Il y a un vrai enjeu, effectivement, de retrouver du collectif, ce que c'est que l'entreprise. Parce que ça reste quand même un projet collectif. Voilà. Après, c'est évident que chaque entreprise, et c'est l'idée aussi du coworking, qu'on puisse avoir des espaces dédiés parce que, en gros, sur un schéma économique où on a 100 à 150 postes, il est clair que 70% vont être occupés par des grosses entreprises, ce qui va permettre quand même à 30% d'avoir des indépendants, etc., des étudiants qui pourront venir travailler. Une des vertus qu'on prête au tiers-lieu, qui est aussi que des salariés rencontrent des gens d'autres entreprises, c'est pas ça qui a été pris en compte majoritairement, quoi. Mais on va pas épiloguer là-dessus. On souhaite quand même que ça réussisse et qu'on puisse dans 2 ans ou 3 ans faire un point sur le fonctionnement de ces lieux. Je suis assez curieux. On a un temps très limité pour les questions. Ça n'empêche pas que tout à l'heure on a pu prendre 2 questions. Est-ce qu'il y a encore un peu d'appétit pour des questions? Oui. Alors tout à l'heure c'était ce côté-ci, maintenant c'est là. Je pose d'abord oui. Et là aussi. D'accord. Je vous donnerai la parole, mais je vais d'abord la donner. Est-ce qu'on peut leur passer un micro? Ah, le micro. Le micro arrive en courant. Non, c'est le problème du présentiel, en fait. Parce que si on avait été à distance, c'est très simple. Il suffit de cliquer, le micro est immédiatement ouvert. Le monsieur là, qui a enlevé son masque pour pouvoir parler librement. Merci, bonjour à tous. Rémi Chambard, je suis délégué syndical CFDT chez SAP France, une entreprise de 1600 salariés qui est passée au télétravail sans difficulté. Rapidement, une question que je n'ai pas entendu évoquer dans toutes les problématiques. On a parlé d'horaires souples, on a parlé de grande souplesse dans l'organisation du temps de travail.
Je n'ai pas entendu évoquer les problématiques du respect des contraintes légales des 11 heures de repos consécutifs, des 35 des 35 heures une fois par semaine. Cette question, ça m'a un petit peu étonné de ne pas le voir. D'accord. On va prendre, je crois, les 3 questions. Je vais vous passer le micro donc, à Thierry. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur une chose que Daniel avait dit tout à fait en introduction. À la fin, elle nous a interpellés et nous a invités à réfléchir sur la place du code du travail par rapport au travail à distance, si j'ai bien compris. Il me semble que si le code du travail existe, c'est pour contrebalancer la notion de lien de subordination, qui est inhérente au contrat de travail. Et donc j'ai une question pour Gilles Laurent Ressac. Pour vous, dans l'organisation de Res Publica, c'est quoi la place du lien de subordination et du code du travail ? On va prendre les 3 questions. Donc il y a une question ici encore. Non, si, le contrat de travail implique bien un lien de subordination, Gilles Laurent, dans le contrat. Oui, bonjour. On a parlé de travail éloigné. Je voudrais aborder une thématique qui rebondit sur... Enlevez votre masque, s'il vous plaît, si l'on comprend mal. Qui rebondit sur un terme qui a été utilisé tout à l'heure, c'était sur la concurrence. Je voudrais parler du travail très éloigné. C'est-à-dire que Gilles Laurent Ressac, tout à l'heure, a parlé d'un informaticien qu'il a recruté à Grenoble. Finalement, s'il avait eu besoin de 2, 3, 4 informaticiens, il aurait pu les recruter moins cher. Je ne sais pas, au Maroc, à Bombay, en Pologne, en Inde ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais trop où. Je voulais savoir comment on pouvait se prémunir éventuellement de cette fuite de l'emploi, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Quel est votre avis sur la question ? D'accord. Alors, qui veut tenter sur un point ou sur un autre, une réponse très vite, je suis désolé, mais voilà, il y aurait tant de choses à dire. En plus, les questions finales ouvrent des débats immenses. Donc, comment faire ? Peut-être, Gilles Laurent, sur la relation. D'accord, il y a une bonne ambiance, on prend l'apéro, mais enfin, il y a un lien de subordination. Alors, il y a évidemment un lien de subordination. On a un CSE depuis le milieu de l'année dernière. On a des accords sur le temps de travail. On ne va pas faire un accord sur le télétravail, on va faire une charte pour garder un peu de souplesse, mais la charte est rédigée par les délégués des salariés élus au CSE. Contrairement à l'accord où moi je propose un accord, eux me proposent une charte et on va la discuter. On a quasiment terminé de la discuter. Et pour illustrer, en répondant à la première question sur le code du travail, parce qu'effectivement, les 11 heures de repos, enfin les 11 heures de travail maximum, etc., chaque salarié déclare le nombre d'heures qu'il fait dans la journée et répond systématiquement toutes les semaines, enfin remplit un petit questionnaire toutes les semaines dans lequel il indique si il a pu ou pas, à propos de son travail, respecter les temps de repos requis par le Code du travail. Dans 99,99% des cas, si je me réfère sur les 4 ou 5 dernières années, la réponse est oui. De temps en temps, la réponse est non, et quand la réponse est non, il y a une discussion entre le salarié et moi, ou l'équipe du salarié, pour savoir pourquoi, comment, quand, et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, et les réponses ne sont pas faussées par l'idée que si je dis que je n'y suis pas arrivé en 8 heures de travail, c'est que je ne suis pas bon, et il faut donc que je dise plutôt que j'y suis bien arrivé sans travailler le week-end. Je n'en sais strictement rien.
Simplement, on voit bien quand même. Enfin, les gens en difficulté au boulot, quand on est un peu attentif, on les voit, quoi. Et maintenant, on les verrait, je pense, d'autant mieux parce que je sais bien que je ne sais pas tout et qu'on ne me dit pas tout, évidemment. Mais il y a deux délégués, enfin, il y a un délégué du personnel et sa suppléante qui sont là et qui renforcent aussi un peu les choses. Il y a les entretiens que j'ai régulièrement avec tout le monde. On a 2 entretiens formels par an et puis on discute aussi beaucoup, même en distanciel. Enfin bref, si ça déborde vraiment trop et si c'est insupportable, on le sait. Et l'idée que le boulot soit insupportable m'insupporte. Oui, c'est déjà important d'avoir pris soin de dire il y a une question et vous devez déclarer. Même si la déclaration n'est pas totalement exacte, c'est quand même une vigilance. Donc je trouve que c'est très important. Est-ce que sur les autres points, alors sur les 11 heures de repos, le lien de subordination, alors dans la fonction publique c'est encore un peu spécifique, mais oui, voilà, ça existe. Sur le travail à distance, je crois qu'on ouvre un champ sur l'ubérisation du travail et le risque qui est là. Je crois que ça serait un sujet en soi. Je sais, sauf si vous avez envie d'y répondre, mais très très brièvement, je propose qu'on reporte ce débat qui est réel, hein, qu'on a déjà eu l'occasion. Juste pour dire que ça marche à l'envers. Juste pour dire que ça marche à l'envers, c'est-à-dire que je sais que j'ai une salariée qui veut partir s'installer à l'autre bout de la France dans les 2 ans qui viennent. Je sais maintenant qu'elle restera salariée de Respublica, si elle en a envie, mais en tout cas, on sait faire maintenant. Il y a 3 ou 4 ans, on ne savait pas faire. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, Michael Carole? Allez-y. Je vais rajouter juste une chose qui me paraît moins importante, parce que c'était ça qui ressortait également des discussions qu'on a avec les différentes directions d'entreprise, c'est que ça devient maintenant également un enjeu pour l'entreprise, pour accueillir des jeunes notamment, de montrer qu'ils ont une vraie stratégie sur le télétravail. Je veux dire, une des premières questions que va poser quelqu'un à l'embauche, c'est pas forcément, il y a peut-être le salaire, mais une vraie question, c'est le confort, c'est sur la question de la confiance, sur la question de la hiérarchie et sur la question effectivement du télétravail, de la gestion de son temps. Oui, j'entendrais qu'il y a des annonces ou des gens qui veulent n'être embauchés que s'ils sont 100% télétravail. Hein. Ça existe aux États-Unis, mais en France aussi. Carole, je vous donne le mot de la fin de la table ronde. Ça, c'est... Non, bah écoutez, là, ça ouvre des perspectives tout à fait passionnantes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut se retrouver dans 2-3 ans pour voir un peu où on en est. En tout cas, pour la fonction publique, c'est quelque chose d'assez récent. Est-ce que le phénomène sera le même? Est-ce que l'engouement pour le télétravail sera le même dans quelques temps? Là, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Qu'en tout cas, ça engage énormément de choses. Et nous, en tout cas, pour la CFDT, hein, puisque je suis là à ce titre, l'intérêt, encore une fois, c'est de ne pas s'axer quand même que sur le télétravail, de ne pas oublier qu'il y a des gens qui ne télétravaillent pas et qui ne télétravailleront jamais, et qu'on n'oublie pas cette dimension, et que les avancées qu'on peut avoir pour les agents ou les salariés qui télétravaillent, on est toujours en tête de les reporter aussi pour ceux qui ne télétravailleront pas. Ça, c'est vraiment un sujet qui me semble fondamental et qu'il ne faut pas perdre de vue. Ok, merci. C'est une alerte, un point de vigilance à avoir en tête.